Des maths et bienvenue dans Histoire You Braise, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne. Aujourd'hui, je vais vous amener dans une période relativement proche puisque je vais vous parler de l'armée de Bretagne et du camp de Conly durant la guerre franco-prussienne de 1870. « 2 septembre 1870. Après 2 mois d'une série de défaites, l'empereur Napoléon III perd face aux Prussiens de Bismarck et est capturé à Sedan. À l'annonce de sa reddition, c'est l'effervescence à Paris. Et la République est proclamée par un groupe de députés mené entre autres par Léon Gambetta. Léon Gambetta, âgé de 32 ans, est un des membres fondateurs du gouvernement de la Défense nationale qui regroupe une dizaine de députés de Paris. Il se distribue les postes et Gambetta prend celui de ministre de l'Intérieur. Mais la proclamation de la République n'arrête pas les Prussiens qui marchent sur Paris, forçant ainsi Gambetta à s'échapper en ballon pour rejoindre Tours où il va se donner le titre de ministre de la guerre et tenter d'organiser la défense. Tandis que Paris se fait assiéger, Gambetta cherche des solutions afin de reprendre l'avantage sur ces Prussiens que décidément rien n'arrête. C'est à ce moment qu'un de ses amis, Émile de Kerattry, breton descendant d'une vieille famille de nobles de Cornouailles et premier préfet de police de Paris de la Troisième République, le rejoint à Tours et lui soumet une idée. Pour l'anecdote, c'est lui qui instaure le nom de gardien de la paix, afin de remplacer celui de sergent de ville, ayant acquis une réputation négative. Il propose à Gambetta de lever une armée en Bretagne, afin de la faire marcher sur Paris pour libérer la capitale. Après quelques jours d'hésitation, Gambetta accepte, et nomme Kerattry commandant des forces de Bretagne, par le décret du 22 octobre 1870. Mais c'est une armée qui reste à recruter et à former, le tout sous l'entière responsabilité de Kerattry. Ce dernier va alors s'entourer d'hommes de confiance comme le commissaire général Carré Kérisquet. Il ne perd pas une seconde et demande aux 5 préfets de Bretagne de leur fournir un bilan des hommes mobilisables pour leur armée. Et c'est en tout plus de 80 000 hommes susceptibles de la rejoindre. Il reste à trouver un emplacement pour organiser son camp et son choix se porte sur Conly. Situé près du Mans, à côté du chemin de fer reliant Brest à Paris, c'est une situation géographiquement idéale pour acheminer des hommes et du matériel et se mettre rapidement en mouvement. Les ingénieurs s'activent afin de transformer 500 hectares de terrain en camp militaire. Les travaux commencent le jeudi 27 octobre par le nivellement total du terrain, l'arrachage des arbres et des haies, l'aplanissage des talus et le comblement des fossés. Même si le terrain est encore sec, ils ne savent pas qu'il est formé d'argile blanc compacte et donc imperméable. Et tous ces paramètres sont très importants pour la suite de l'histoire. Au même moment, le général de Kerattry s'emploie à effectuer un trow-braze d'une semaine, un tour de Bretagne. Voilà. Afin de superviser la mobilisation de son armée. Revenu à Conly, il trouve un camp militaire presque terminé. Et dès le 3 novembre, les premiers hommes arrivent, ceux des Côtes du Nord, l'ancien nom des Côtes d'Armor, qui sont rapidement suivis par les autres départements pour atteindre quasiment 14 000 le 15 novembre, 35 000 le 27 novembre et 54 000 le 6 décembre. En tout, ce sera près de 60 000 mobilisés qui passeront par ce camp. Donc les hommes sont logés 6 par tente, et chacun a pour couchage une botte de paille, une couverture et son sac militaire pour oreiller. L'organisation respecte les traditions bretonnes puisque les troupes sont organisées par les divisions administratives civiles, autrement dit, les zones géographiques. Par exemple, les Vantais ne se retrouvent pas avec les Léonards. C'est plus simple pour la compréhension et la cohésion. On va faire un petit peu de poupée russe en parlant de la hiérarchisation de cette armée. Les 5 départements forment 5 brigades. Chaque arrondissement forme une légion. Chaque légion a des bataillons selon le nombre de cantons. Chaque commune forme une compagnie et chaque ville une escouade, avec à chaque fois un chef élu par ses hommes. C'était une organisation unique afin de respecter au mieux l'esprit de clocher si important aux populations bretonnes. De plus, les soldats abordent sur leur képi l'hermine bretonne et leur drapeau est la bannière ducale. Donc on a vraiment affaire à une armée de Bretagne, c'est-à-dire non rattachée à l'armée régulière française, répondant aux seuls ordres du commandant Kerattry. Donc comme on peut le voir pour le moment, tout se passe plutôt pas mal, hein. L'armée s'est vite fait constituer, le camp a été construit très rapidement et plutôt correct, mais malheureusement, les problèmes vont très vite arriver. Maintenant, il faut armer tout ce beau monde, et Kerattry, lors de son tour de Bretagne, a pu découvrir dans les arsenaux de Brest des canons et 9000 fusils chasse-peau. Le fusil chasse-peau était un nouveau modèle très sophistiqué pour l'époque, puisqu'il avait un système de chargement par la culasse
qu'il pouvait tirer à 1200 mètres et environ 12 à 13 coups par minute. Nous sommes le 28 octobre et Khératri demande au ministre de la guerre de lui fournir ses armes afin que ses hommes puissent commencer à s'entraîner. S'ensuit une relation télégraphique pleine de mauvaise foi, puisque Khératri ne cesse de demander ses fusils à Gambetta sans jamais les recevoir. Et lorsqu'il relance le préfet maritime de Brest, ce dernier dit attendre les ordres de Gambetta, qui lui dit avoir donné les ordres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils le font tourner en rond, mais les armes ne sont toujours pas livrées. Khératri s'adresse alors directement à la commission d'armement, afin de faire venir des armes de l'étranger. Mais là encore, ça ne va pas bien se passer. Puisqu'il est mis au courant qu'un navire arrive des États-Unis avec des canons, des mitrailleuses et des fusils Spencer, et alors qu'on les lui promet, il se rend compte qu'ils sont distribués dans d'autres unités. Au final, il a tout de même le droit à 9000 fusils à percussion. Fusils largement dépassés à cette époque, puisque devant être chargé par la gueule avec une bague, mais on lui livre seulement la moitié des munitions. Et 5000 fusils Spencer, mais sans baïonnette. Ce qui est un désavantage certain au corps à corps. Ah oui, puis une bonne partie des fusils sont rouillés également, n'ayant pas été entretenus. Et parallèlement à tout ça, la situation au camp commence à sérieusement devenir difficile. Les pluies d'automne sont arrivées et depuis le 10 novembre, il ne cesse de pleuvoir en continu. L'eau, ne pouvant pas s'évacuer correctement, accumulée au piétinement de dizaines de milliers d'hommes, commence à donner un terrain extrêmement boueux. De plus, on livre des bottes militaires aux Bretons, mais il se trouve que ceux-ci, habitués à être en sabots, ne rentrent pas dans ces pointures trop petites qu'ils appellent les souliers de demoiselles. Ils se trouvent alors en sabots dans cette boue, et comme si cela ne suffisait pas, on ne leur livre pas de bidon pour aller chercher de l'eau, et sont contraints de se débrouiller avec de petites gourdes, ce qui rend les corvées d'eau plus nombreuses et difficiles, et augmente le piétinement. Le manque d'instructeurs qualifiés pour gérer tout ça n'améliore pas la situation, si bien que les Bretons surnomment très rapidement ce camp Kerfank, le village de la boue. Mais le pire reste à venir, puisque le 22 novembre, Khératri reçoit l'ordre de Gambetta de marcher avec 10 000 hommes au devant des Prussiens. Les mecs ne sont pas entraînés, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas équipés, mais ils doivent aller marcher au devant des Prussiens. Une armée surentraînée et extrêmement efficace. Bravo, la stratégie. L'état-major de Khératri, comprenant cette situation de plus en plus grotesque, commence à émettre l'idée d'évacuer le camp. Dans un télégraphe adressé à son ami Khératri, Carré Kérisquet, pensant à la Bretagne, rappelle que si les Prussiens détruisent l'armée de Bretagne, leur pays sera sans défense et livré aux exactions prussiennes, et qu'il faudra alors faire la guerre de partisans comme leurs pères avant eux. Carré Kérisquet va alors à Rennes afin d'essayer de trouver des armes, mais lorsqu'il discute avec le directeur de l'artillerie de Rennes, ce dernier lui fait part d'un télégramme qui ne laisse aucun doute quant à la volonté de Gambetta de ne pas armer les Bretons. Pour ceux qui pensent que Gambetta n'avait pas la volonté farouche de ne pas armer les Bretons, je vais vous faire la lecture de ce télégramme, afin de lever toute ambiguïté sur ce sujet. Le Mans, 24 novembre 1870, 4h05 du matin. Ministre de la guerre à directeur artillerie Rennes. Je vous donne l'ordre formel de ne rien délivrer, ni en matériel ni en munitions, à monsieur de Khératri ou à ses lieutenants, sans une autorisation explicite de ma part ou de mon délégué à Tours. Suspendez donc d'urgence toute livraison de cartouches, batteries, mitrailleuses et autres matériels. Avez-vous expédié 50 000 cartouches à monsieur de Khératri? Sinon, gardez-vous de lui expédier ces cartouches. Envoyez-les au Mans. Léon Gambetta. Rien à rajouter. Donc là, on peut bien comprendre que s'il a envoyé ce genre de message à un peu tout le monde depuis le début de cette histoire, il est plus difficile de fournir des armes. Profitant de l'absence de Khératri ou de Carré Kérisquet, Gambetta décide de visiter le camp le 24 novembre. Oui, le même jour de la date du télégramme dans lequel il ordonne de ne pas livrer d'armes à cette armée. Bon, lorsqu'il arrive sous son petit parapluie, il est tout de même étonné de voir toute cette boue et les conditions dans lesquelles pataugent les hommes. Mais c'est là que survient une anecdote plus triste que drôle, dans lequel un groupe de Bretons se pose devant lui et disent « Darguerre, Darguerre ». Alors Gambetta, rempli de fierté, est tout à fait heureux de trouver des hommes prêts à aller à la guerre, Sauf que non, pas du tout. Darguerre en breton, ça veut dire à la maison. Donc, fail. Gambetta fait alors afficher les valeurs de la République un peu partout, en exhortant le nationalisme français et la grandeur de la République une et indivisible. Mais avis que les Bretons, de toute manière parlant breton, donc ne comprenant pas ce qui est écrit sur les affiches, ont à ce moment-là autre chose en tête que les grandes valeurs de la République. D'ailleurs, en partant, Gambetta dit regretter de ne pas trouver l'esprit républicain dans ce camp.
Tu m'étonnes. Le soir même, Khératry retrouve Gambetta au Mans. Et après une discussion houleuse, Khératry comprend que ce qui gêne Gambetta, c'est la peur d'une nouvelle armée de chouans. Rappelons qu'à cette période, la chouannerie, ça faisait seulement 70 ans, et était encore très ancrée dans les esprits. Et l'idée d'armer des Bretons de manière autonome ne plaisait pas beaucoup à Gambetta. Toujours est-il que 10 000 Bretons sont envoyés combattre aux côtés des divisions françaises, mais fort heureusement pour eux, ça se passe bien puisque les Prussiens ont reculé vers Orléans et qu'aucun coup de feu n'est tiré. Je vais faire une petite parenthèse sur Gambetta avec une anecdote afin d'un peu mieux cerner le personnage. Suite à sa visite du camp de Conly, Gambetta apprit qu'un journaliste allait sortir un article sur lui dans lequel il disait que Gambetta n'était nullement satisfait du camp de Conly. Alors rien de grave en soi, sauf que Gambetta, ça lui a pas du tout plu, au petit bonhomme. Il rentre dans une colère noire et ordonne qu'on arrête immédiatement le journaliste et qu'il comparaisse en cour martiale. Il envoie également un télégramme au journal en question pour leur dire ce qu'il faut publier. Liberté de la presse. Fort heureusement pour le journaliste, il bénéficia d'un non-lieu de la cour après 10 jours d'incarcération. Donc c'est une petite anecdote qui permet de voir que Gambetta avait des tendances très autoritaires. Mais revenons à Conly. Donc le 28 novembre, suite à sa sortie avec ses 10 000 hommes, Khératry rentre à Conly pour découvrir qu'un télégramme vachement sympathique l'attend. Il y est stipulé que le décret du 22 octobre est abrogé, celui qui faisait de Khératry le général en chef d'une armée de Bretagne autonome, et que dorénavant cette armée était rattachée aux forces régulières françaises et Khératry aurait à répondre à un supérieur, le général Jaurès, un grand cousin de Jean Jaurès, c'est la même famille. Forcément, cela ne plaît pas du tout à Khératry, qui, après un échange houleux de télégrammes avec Gambetta, donne sa démission face à cet affront et à ce double jeu auquel joue Gambetta avec cette armée de Bretagne. Khératry parle de trahison et rappelle à Gambetta qu'il a gardé tous les télégrammes et les décrets signés de sa main afin de fournir toutes les preuves nécessaires de sa responsabilité une fois le conflit terminé. Son ami, Carré Kérisquet, reste encore un petit peu dans ses fonctions, mais va rapidement suivre Khératry et démissionner à son tour. Mais alors que Paris est toujours assiégé, que les Prussiens déferlent dans l'ouest, obligeant la délégation de Tours à se retrouver à Bordeaux, il faut un nouveau général à cette armée de Conly. Le choix se porte sur Henri de Marivaux, un capitaine de marine de 49 ans, originaire du Berry. Il entre en fonction le 10 décembre et le soir même de sa prise de commandement, envoie une lettre au ministre de la Guerre afin de lui faire part de l'état dramatique du camp et de l'armement. Il demande que le camp soit immédiatement évacué, et comme Khératry, il n'a que des réponses floues et ambiguës. Mais Marivaux ne va pas attendre les ordres. Il contacte les 5 préfets de Bretagne pour leur ordonner de stopper tout envoi d'hommes, et de lui fournir des endroits pour loger ses hommes loin de Conly. Car Conly est devenu un véritable enfer. La pluie a laissé la place au froid, donc à la neige, au gel et au dégel, créant une masse boueuse arrivant jusqu'aux genoux. Les tentes sont inondées et les tâches quotidiennes deviennent extrêmement compliquées à exécuter. La variole commence à se propager et les infirmeries sont vite envahies. L'idée qu'on veuille les faire crever dans la boue se répand chez les Bretons et les désertions se font de plus en plus fréquentes. Gambetta, qui apprend que Marivaux veut faire évacuer le camp, lui envoie un télégramme dans lequel il précise qu'il ne faut faire évacuer le camp sous aucun prétexte. Mais ça n'intimide pas Marivaux qui, à partir du 18 décembre, commence l'évacuation du camp. En 3 jours, plus de 21 000 hommes quittent le camp, rentrant en Bretagne dans des casernements sanitairement meilleurs. Sur leur passage, les gens sont choqués par leur tenue et leur état. Couverts de boue, la mine fatiguée, malade, peinant à marcher, tenant des armes rouillées et pleines de terre, comme le disent les journaux, ils ressemblent plus à des mendiants qu'à des soldats. Le soir de Noël, ils sont encore 20 000 au camp, et Marivaux passe cette soirée avec eux afin de les soutenir dans cette triste histoire. Le 3 janvier, la majorité de ces hommes rentrent en Bretagne, et il ne reste plus que les bataillons d'Ille-et-Vilaine, soit environ 6 400 hommes. Leur bataillon est rattaché à l'armée de la Loire, du général Chanzy, qui se prépare à affronter les Prussiens pour les empêcher de prendre le Mans. Marivaux s'insurge et essaie de protéger ses hommes comme il le peut, en rappelant qu'ils sont destinés à la réserve, qu'ils n'ont jamais tiré un seul coup de feu, n'ont aucune formation militaire, pas de cartouches, ne sachant de toute manière pas charger leurs armes, et que les envoyer face aux Prussiens, c'est les envoyer à la mort. Mais ça n'arrête pas le haut commandement qui les place ni plus ni moins qu'en première ligne, devant protéger un pont par lequel les Prussiens doivent passer.
Ah ouais. Ils sont placés sous le commandement du général Lalande, tandis que Marivaux se retrouve avec l'état-major. Leur objectif est de résister aux Prussiens, tandis que l'armée de la Loire doit les attaquer partout où ils le peuvent. Bien entendu, derrière les lignes de soldats, des cavaliers sont là pour empêcher les fuyards de s'en aller, et ont l'autorisation de fusiller ceux qui ne veulent pas y retourner. Normal. On distribue tout de même quelques cartouches aux soldats bretons, qui ont, je le rappelle, des fusils à percussion, donc un chargement par la gueule avec une bague. Sauf qu'environ 80% des fusils n'ont pas de bague, et qu'ils doivent se passer les bagues pour charger, quoi. Et la cadence de tir des fusils à percussion est d'environ 2 coups par minute contre une dizaine pour les fusils à culasse dont sont équipés les Prussiens. Donc sans les bagues, ça limite beaucoup les chances en fait. Ah oui, puis il neige abondamment et il fait très froid, histoire de réunir vraiment toutes les conditions de merde, en fait, on peut le dire. Donc le 11 janvier 1871, aux alentours de 16 h, les Prussiens arrivent face aux Bretons. Et c'est sous une neige épaisse et dans l'obscurité naissante que le carnage a lieu. La majorité des Bretons sont tués, quelques-uns se font capturer et une toute petite partie arrive à fuir et se retrouve à errer dans la neige dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Le lendemain de cette bataille, les Prussiens rentrent dans le Mans. Inutile de vous dire que le bilan est catastrophique. Les Prussiens perdent environ 3400 hommes, alors que les Français perdent 6000 soldats, en gros les Bretons de Conly, et laissent 20 000 prisonniers derrière eux. Et pour couronner le tout, dans le haut commandement, on rejette la faute sur les Bretons qui n'ont pas su tenir leur pont. Vous n'avez pas l'impression de vous moquer un petit peu un petit peu. Tandis que le 14 janvier, les Prussiens envahissent le camp de Conly, alors désert, Marivaux est envoyé à Rennes pour réunir ses troupes bretonnes et se préparer à la défense de la Bretagne face aux troupes germaniques décidément inarrêtables. Marivaux est hors de lui, il accuse Gambetta d'avoir sacrifié ses hommes et, suite à un échange de télégrammes houleux, est remplacé à la tête d'une armée de Bretagne complètement désorganisée. Comme Khératry avant lui, il est écarté, mais les Prussiens n'atteindront jamais la Bretagne, puisque le 26 janvier 1871, Paris se rend, un cessez-le-feu est signé et 2 jours plus tard, la capitulation est décrétée le 28 janvier 1871. Gambetta envoie des télégrammes à travers tout l'Hexagone afin de poursuivre la lutte face à l'envahisseur pour l'honneur de la République. Mais il n'est plus soutenu par les chefs du gouvernement et se voit contraint de démissionner des mandats acquis durant cette période de troubles. Quant à l'armée de Bretagne, elle est dissoute officiellement le 7 mars 1871 et les hommes peuvent enfin rentrer chez eux. Le bilan, suite au rapport de la commission d'enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, publié par l'historien breton, alors député d'Ille-et-Vilaine Arthur de la Borderie en 1872, est le suivant. Du 6 novembre au 7 janvier, sur les 60 000 hommes qui y passèrent, il y eut 1942 malades, dont 143 morts, 1433 évacués, on ne sait pas combien de ces hommes sont morts par la suite, 208 réformés et 70 congédiés, plus les 6 000 hommes décimés à la bataille du Mans. Quant à Léon Gambetta, il fait une carrière politique par la suite, chef de l'opposition, et meurt en 1882. Ainsi, cette jeune république, la troisième, naît sur les cendres de la défaite. Elle ne va jamais digérer la perte de ses territoires, l'Alsace et la Lorraine, et va cultiver un esprit de vengeance qui va mener à la Première Guerre mondiale et au sacrifice d'un bien plus grand nombre d'hommes et de Bretons. Cette vidéo touche à sa fin, et je vous remercie grandement de l'avoir regardée. C'est un sujet assez difficile puisque assez sombre. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai fait découvrir l'histoire de la dernière armée de Bretagne. En tout cas, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à commenter en dessous pour me dire ce que vous en pensez, à partager autour de vous pour faire connaître cet épisode méconnu et particulièrement dramatique, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, et à rejoindre la page Facebook, pourquoi pas, afin de vous tenir au courant de l'avancée de mes projets. En tout cas, c'est fini pour celle-ci. Je vous dis trugaré à Kenavo. Que nous importe à la reine, c'est breton bretonnant. Que nous importe à la reine, c'est breton bretonnant. À qu'on dit c'est la piétaille, à qu'on dit c'est la piétaille, ramassis de chouans.